messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 19 décembre 2022, avec l'Afrique et les États-Unis. Alors, que retenir du sommet États-Unis-Afrique? Promotion de la bonne gouvernance et la démocratie, investissement, lutte contre l'insécurité, le terrorisme. Le sommet États-Unis-Afrique s'est achevé sur une série d'annonces. Les détails avec Dalia Karam. 2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique, 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques, ainsi que 100 millions de dollars en assistance sécuritaire. Avec l'annonce de ces fonds destinés à l'Afrique, Washington entend apporter un appui solide au maintien de la paix et la sécurité, à la bonne gouvernance ou encore aux droits humains sur un continent où de nombreux pays sont critiqués dans ces domaines. Selon les analystes politiques, le président Biden table sur une coopération gagnante qui ne soit pas dépendante, l'idée étant de stimuler des opportunités. C'est une nouvelle approche. Le sommet de Washington a également été l'occasion pour certains dirigeants africains de faire part de leurs inquiétudes, notamment au sujet de la présence du groupe Wagner sur le continent. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a ainsi affirmé que son voisin, le Burkina Faso, avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe. Celui-ci a même précisé que les mercenaires russes seraient proches de la frontière avec le Ghana. Une présence sur laquelle est également revenu le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Blinken a indiqué que Wagner et les groupes qui lui étaient liés et créés ou exploitaient l'insécurité, qu'ils menaçaient la stabilité, qu'ils sapaient la bonne gouvernance et qu'ils privaient les pays de richesses minérales et qu'ils violaient les droits de l'homme. Selon Blinken, les partenaires africains des États-Unis ne souhaitent pas que leurs ressources soient exploitées, que les droits de leur peuple soient bafoués, bref, ils ne voudraient pas de Wagner. Pourtant, sur le continent, le groupe gagne de plus en plus de terrain, une tendance qui pourrait s'intensifier mais que Washington peut contribuer à freiner selon Cabinet Fofana. Selon les analystes, Wagner est une organisation qui utilise des militaires avec des moyens limités. Donc il y a un travail à faire, notamment en renforçant les structures des Africains dans le domaine du renseignement. C'est là où les États-Unis pourront contenir l'influence russe à travers Wagner. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, Moscou mène une campagne d'influence de plus en plus active, notamment sur les réseaux sociaux, et jouit d'un soutien populaire grandissant. Reste à savoir si le retour affiché des États-Unis contribuera à changer la donne. À Washington, le président américain Joe Biden a par ailleurs plaidé en faveur d'une représentation permanente de l'Afrique partout et dans toutes les institutions mondiales, dont le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20. Promotion de la bonne gouvernance et la démocratie, investissement, lutte contre l'insécurité. Le sommet États-Unis-Afrique s'est achevé sur une série d'annonces. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghaffar, analyste politique et expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sommet. Bonjour Dr Raouf Ghaffar. Bonjour. Tout d'abord, les États-Unis donneront 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années. Est-ce que vous voyez que les États-Unis essayent de se rapprocher de l'Afrique après de longues années de négligence, notamment à la suite de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh récemment et qui a rassemblé tous les pays du monde? La première partie, absolument. C'est-à-dire les États-Unis ont senti qu'ils étaient loin du dossier africain pour de longues années et qu'ils vont perdre cette opportunité justement parce qu'il y a les autres forces économiques qui se rapprochent et qui sont déjà présentes dans le continent africain. Vous parlez du COP27, je ne sais pas vraiment si le COP27 a eu des répercussions sur les relations. Ça a approché un tout petit peu, mais je pense que
la raison, à mon opinion, plus importante, c'est que, comme vous avez dit, le dossier africain a été ignoré pour de longues années de la partie des États-Unis. Et ils ont justement pensé que si jamais ils n'essayent pas de pénétrer aujourd'hui, leur opportunité diminue d'un jour à l'autre. C'est pour ça que le président américain a demandé d'effectuer ce sommet pour justement, comme vous avez dit, essayer de réétablir un peu l'Amérique dans les pays africains. Et il a donné, comme vous avez dit, 55 milliards de dollars sur les 3 années qui viennent. À mon opinion, c'est une somme très modeste. Ça devait aller beaucoup au-delà de ça. Mais pour commencer, c'est déjà pas mal après cette absence. Docteur Raouf Ghafar, s'exprimant lors d'un forum des affaires organisées pour le sommet, le président américain a énuméré de nombreux accords conclus et il a également rappelé les grandes lignes d'investissement pour le développement du continent africain. Quelle est la valeur de ces accords pour les Africains? Nous savons, le continent africain, c'est un continent, bien qu'il soit plein de ressources, mais malheureusement, sur le plan financement, c'est un continent assez pauvre. Il y a beaucoup de défis qui se présentent, il y a beaucoup d'instabilité, etc., etc. Donc, il a besoin d'aide, il a besoin d'un coup de main de n'importe où. Et c'est justement ce que les Américains ont fait. Ils ont signé des accords. N'importe quel accord va résulter un grand bénéfice pour l'Afrique. Certainement, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Les Américains ne vont pas investir en Afrique si jamais ils ne vont pas gagner. Mais, comme je viens de dire, c'est une situation gagnante des deux côtés. Pas mal d'investir et de trouver une place dans l'économie africaine, de jouer un rôle dans le développement de l'Afrique. Eux, ils vont bénéficier comme États-Unis. Et puis, les États africains vont bénéficier plus. Alors, c'est pour ça l'Amérique a tout ce qu'il faut pour les Africains. Ils ont l'ingénierie, ils ont des know-how, ils ont l'argent, expertise, etc. Et c'est justement ce qui est demandé. L'Afrique a besoin de tout, commençant par infrastructure, par une nourriture, c'est-à-dire on peut énumérer une centaine de produits et de services que l'Afrique a besoin et que les États-Unis peuvent fournir. C'est pour ça que c'est un pas, bien que ce soit un tout petit peu en retard, mais bien vaut tard que jamais, ils vont s'introduire et j'espère bien que ça sera pour le bien de l'Égypte et du continent africain. Oui. Monsieur Raouf Ghafar, le sommet a également été marqué par la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC. Croyez-vous que ce sommet aura un soutien pour cette zone? Je pense que oui. Grand ou petit, mais ça doit avoir un impact positif. Comme je viens de dire, l'Afrique a besoin de tout. Et n'importe quel accord qui est signé avec une force économique grande, comme certainement les États-Unis, est bien pour l'Afrique. Donc oui, cet accord, ça va être bien pour l'Afrique. Et moi, j'espère que ça continue. C'est-à-dire que ça ne soit pas simplement des accords qui sont signés pour faire un show politique, mais j'espère que ça continue et que l'intérêt que les États-Unis ont dans l'Afrique soit un intérêt vraiment non seulement sérieux, mais continu. Donc ils sont là pour rester et que non seulement ils vont payer les 55 milliards
dans 3 ans. J'espère que ça va continuer. Il continue à aider le continent africain pour beaucoup d'années qui viennent. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté à ce sommet, a affirmé lors du sommet américano-africain la présence d'un lien étroit entre les sécurités alimentaires et hydriques. Alors, comment est-ce qu'on peut aboutir à cette fin indispensable pour tous les Africains? Un espoir qui peut être réalisé, très ambitieux, mais réalisable. Donc, pour l'Égypte, ce qui nous intéresse le plus, le président a des relations très bonnes avec les dirigeants américains, particulièrement le président, etc. Nous avons une relation stratégique avec l'Amérique, ça continue. Il y a des hauts et bas, mais maintenant ça reprend pour le bien. Donc, le président, lors de sa présence en Amérique, il a fait des entretiens avec beaucoup de dirigeants, beaucoup de politiciens, beaucoup d'hommes d'affaires, etc. Et pour l'Égypte, à mon opinion, cette visite va rendre beaucoup de services pour les Égyptiens. Normalement, notre président, il parle pour le continent en même temps. Donc, il est toujours responsable non seulement de l'Égypte, mais d'une autre partie du continent africain. L'Égypte étant un des pays les plus grands en Afrique, et nous avons une responsabilité envers les autres pays africains. Donc, sur le plan bilatéral, certainement, ça va s'améliorer. Sur le plan économique, ça va augmenter. Sur le plan investissement, nous allons voir beaucoup d'investissements, ou bien les investisseurs et les compagnies et les boîtes américaines qui existent en Égypte vont s'élargir et augmenter leurs travaux, mais nous allons voir encore de nouveaux investissements en provenance des États-Unis envers l'Égypte et envers l'Afrique. Docteur Ouf Gaafar, analyste politique et expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec la Tunisie, où la participation en berne pour les premières élections législatives sous la présidence de Kais Saïd, le pays devait élire samedi un nouveau parlement lors d'un scrutin largement boudé par les Tunisiens et boycotté par de nombreuses formations politiques. Dalia Karam nous donne plus de détails sur la situation en Tunisie et je vous laisse avec ce commentaire concernant la Tunisie. Merci pour votre participation à Naya TV International et au revoir. Les Tunisiens étaient appelés aux urnes le samedi 17 décembre pour élire leurs députés. Une élection largement boycottée par la majorité des partis du pays représentés lors des précédentes mandatures opposées à la plupart des initiatives qui ont suivi le coup de force de Kais Saïd le 25 juillet 2021. Le scrutin se déroulait à l'issue de 3 semaines d'une campagne terne avec très peu d'affiches de candidats dans les rues et en l'absence de débats sérieux, au moment où la population paraît surtout préoccupée. Le président de l'autorité électorale, ici, Farouk Bouaskar, a annoncé un maigre taux de participation de 8,8% à 18 h, un chiffre à compléter avec quelques bureaux fermant un peu plus tard. Des résultats préliminaires de ce premier tour des législatives seront annoncés ce lundi. La participation finale sera encore plus faible que les 30,5% de votants au référendum organisé l'été dernier pour réviser la Constitution. Pourtant, le président a été sorti de son palais de Carthage dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 h pour voter et lancer un appel à l'électorat. Il a dit que c'était une opportunité historique de retrouver leurs droits légitimes et qu'ils avaient rompu avec ceux qui avaient ruiné le pays. Une nouvelle chambre de 161 députés, au lieu de 217 lors des précédentes mandatures, doit remplacer celle que M. Saïd a gelée le 25 juillet 2021 après des mois de blocage des institutions en place depuis la chute du président Zain al-Abidine Ben Ali lors de la révolte des printemps arabes de 2011.
Le Parlement, issu des législatives, après un second tour organisé d'ici début mars, sera doté de compétences très restreintes en vertu de la nouvelle constitution que M. Saïd a fait adopter cet été lors d'un référendum marqué par une abstention massive, près de 70%. Élus au scrutin uni au nominal à 2 tours et non plus sur des listes, les futurs députés ne pourront pas destituer le président, contrôler l'action du gouvernement ni le censurer. Il faudra 10 députés pour proposer une loi et le président aura la priorité pour faire adopter les siennes. Ils ne bénéficieront pas non plus d'une quelconque immunité et pourront être révoqués de leurs fonctions sous certaines conditions par les électeurs. Selon l'Observatoire tunisien de la transition démocratique, à la moitié des candidats au nombre de 1058 sont des enseignants ou des fonctionnaires de niveau intermédiaire. Les femmes représentent moins de 15% des postulants alors que la parité des candidatures était auparavant obligatoire. La principale préoccupation des 12 millions de Tunisiens reste le coût de la vie, avec une inflation de près de 10% et les pénuries récurrentes d'aliments comme le lait et le sucre. Le scrutin est boycotté par la plupart des partis dont le mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, ennemi juré du président Saïd, qui a dominé le Parlement dissous durant 10 ans. La puissante centrale syndicale UGTT, devenue récemment très critique de la politique de M. Saïd, a jugé ces législatives inutiles.